santé au cœur de l'information. « 20h01 ici à Lomé. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur votre chaîne. Voici donc le sommaire. 7e réunion des acteurs politiques togolais en vue d'une organisation parfaite des élections régionales. Le processus, semble-t-il, est en bonne voie. Edem Sousoupo, dans un instant, nous fera le point complet des discussions de cet après. Midi, l'aéroport international Gnassingbé et Yadema certifié après audit des experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Quels sont alors les facteurs déterminants? On le saura ensemble dans un instant. En fin d'édition, nous parlerons de ce travail de recherche sur les pratiques journalistiques, comment surtout l'améliorer d'une équipe de communicateurs. Après 12 mois de labeur, on vous présentera ce soir les résultats des recherches. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Place maintenant au journal. Et nous ouvrons cette édition avec la cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso, élu à l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars dernier qui s'est déroulée ce vendredi au Palais des Congrès de Brazzaville. Le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé, qui a pris part à cette cérémonie, est arrivé ce jour à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Il a été accueilli à sa descente d'avion par des officiels congolais, ce que nous voyons d'ailleurs en image. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a donc officiellement pris fonction ce jour pour un nouveau mandat de 5 ans. Plusieurs chefs d'État, dont le président togolais Faure Sozimna Gnassingbé, ont fait le déplacement de Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a reçu le collier du grand maître des ordres nationaux. La paix, la stabilité et le développement resteront au cœur de son nouveau mandat. Denis Sassou Nguesso a reçu les félicitations du chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Politique intérieure avec cette rencontre des acteurs politiques togolais, la 7e du genre autour du ministre d'État chargé de la décentralisation. Il était surtout question pour les acteurs réunis cet après-midi de s'accorder sur l'essentiel en vue d'une organisation parfaite des élections régionales prochaines. Le point de la rencontre avec Edem Sousoupo. Il balise la voie pour un scrutin régional réussi. Les leaders politiques appuient donc l'initiative du gouvernement, celle de rassembler dans un même cadre de réflexion et de proposition les acteurs politiques pour toujours mieux faire. Cette 7e réunion de la concertation nationale des acteurs politiques est présidée par le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Payadoa Boukwissi. Toutes les propositions sont recueillies en vue d'harmoniser les points de vue pour mieux organiser les régionales prévues pour cette année 2021. Ces élections régionales constitueront la phase finale du processus de décentralisation après les communales de 2019. Ces futures élections régionales permettront d'élire les conseillers régionaux. Ce scrutin reste nécessaire pour constituer le collège électoral qui pourra élire les 2/3 des sénateurs. En matière de sécurité et de sûreté de sa plateforme aéroportuaire, le Togo ne lésine pas sur les moyens. En tout cas, les résultats des études d'une équipe d'experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale viennent de certifier l'aéroport de Lomé sûr et sécurisé à plus de 118%. Les conclusions du travail de 15 jours dans ce compte-rendu de Christine Petiki à Loudé. L'audit de l'aéroport international Gnassingbé Yadema a porté sur l'inspection technique des installations et des équipements, la mise en œuvre des procédures d'exploitation, le système de gestion, de sécurité, l'organisation des services et la compétence du personnel clé.
Les conclusions relèvent la bonne coordination entre les acteurs, le bon état des infrastructures aéroportuaires, bref, un taux global de conformité de plus de 78%. Les résultats globaux donnés sont de 78%. Cela veut dire que l'exploitant a au moins 78% de conformité par rapport aux exigences réglementaires. Dès qu'un aérodrome est certifié, cela rassure donc les usagers. Les compagnies aériennes peuvent arriver à tout moment. Cela montre que l'exploitant d'aérodrome, bien l'aérodrome, a des installations, des équipements qui répondent aux normes en vigueur. La certification est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Le Togo a toujours observé les exigences en vigueur. Déjà en 2014, il est classé premier pays certifié dans l'espace CEDEAO. Quand vous êtes certifié, c'est-à-dire que vous assurez la sûreté et la sécurité au plus haut niveau, vous avez des compagnies qui viennent. Vous avez des ouvertures, des dessertes. Généralement, qu'est-ce que l'OACI demande, c'est 60%. Donc on est largement au-dessus et nous allons toujours continuer. Il fallait ces experts venir de l'OACI avec l'UMOA, le groupe URSAC, l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est le lieu de les saluer. D'ici à mai 2021, le Togo recevra donc son certificat d'aérodrome définitif valable pour 3 ans. La suite de cette édition avec la phase 2 des contributions déterminées au niveau national. Les acteurs issus du ministère de l'Environnement se sont réunis à Kara pour reviser les engagements pris par le Togo pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur l'environnement. Une révision qui intervient 5 ans après le compte-rendu de la rencontre avec Nestor Mouzou. Les contributions déterminées au niveau national, la CDN, constituent le principal instrument de déclinaison des engagements du Togo vis-à-vis de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Cet accord précise que les parties prenantes soumettront des actualisations quinquennales de leur CDN. La révision entreprise par le ministère de l'Environnement et ses partenaires à travers les rencontres régionales d'information et de concertation avec les acteurs de la société civile et des structures déconcentrées de l'État est une réponse à cette exigence. Par cette révision, le Togo entend non seulement se conformer aux engagements pris à Paris, mais aussi aligner ses CDN avec le plan national de développement et les objectifs de développement durable ODD, en mettant un accent particulier sur le genre et la participation de tous les acteurs au niveau local, régional et national. Le Togo s'est engagé à réduire ses émissions de 11%. Maintenant, si le Togo est soutenu par les partenaires, le Togo s'engage aussi à faire un effort de surplus de 20%. Donc l'ensemble tourne autour de 30%. Il y a eu beaucoup d'actions déjà qui ont été engagées sur le terrain. Beaucoup de projets dans le cadre de l'atténuation, comme le projet par exemple de CISO, où on fait la promotion de l'énergie solaire, les éco-villages. Il faut prendre en compte ces initiatives-là et voir si aujourd'hui on n'a pas un niveau encore plus ambitieux à atteindre en termes de réduction des changements climatiques. La révision des contributions déterminées au niveau national du Togo couvrira entre autres l'actualisation des données et des informations au regard des nouveaux développements programmatiques et politiques, la prise en compte de la santé, des infrastructures, du secteur en eau et l'intégration dans les gaz à réduire les hydrofluorocarbures et les polluants atmosphériques de courte durée de vie. L'actualité ce soir, c'est aussi la visite du ministre togolais en charge de l'industrie Kodjo dédiée à l'usine de fabrication de fer à béton installée à Tchévier dans le Zio. La promotion de l'industrie au Togo prend davantage forme et s'élargit. Une fierté nationale témoignée sur place par le ministre. Le point de la visite avec Ekwesala. Depuis bientôt 4 ans, des tonnes de ferraille franchissent les portes de la société Manu Metal de Tchévier. La société se charge de les transformer en fer à béton. À ce niveau de la production, les ferrailles sont broyées. Elles suivent la chaîne et le produit fini se présente sous forme de fer de 6 à 16. Le grand problème que nous avons, c'est le problème de ferraille. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à vous donner le tonnage que nous faisons par jour. Parce que ça dépend. Parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Alors lorsqu'on a de ferraille, on produit beaucoup. Si on n'en a pas, on ne produit pas. Parfois, il nous arrive même d'éteindre les équipements pour 2 jours, par manque de ferraille. Cette difficulté ne sera bientôt que de simples souvenirs. En visite sur le site,
Le ministre en charge de l'industrie vient rassurer les premiers responsables de l'usine. Les ferrailles sont désormais interdites d'exportation au Togo. Aujourd'hui, sur instruction du Premier ministre, l'exportation de cette matière première, la ferraille, est interdite pour donner plus de matières premières à nos industries locales qui sont sur cette matière-là pour produire du fer à béton. Dans la vision stratégique 2020-2025, il est question de porter le taux de croissance de l'économie à 7,5% à l'horizon 2025 et de créer 500 000 emplois. Des emplois directs qui se créent également, je crois que l'objectif est tenable d'ici 2025, d'aller même au-delà de ces 500 000 emplois. Il faudra aussi que Manu Metal réponde aux normes de la production. Les fers produits ici étant destinés au BTP, le gouvernement convie la société à respecter les dimensions requises. Nous avons profité donc de notre présence ici pour rappeler à nos partenaires, ils sont nos partenaires, de l'obligation pour eux de respecter les dimensions des fers. Il s'agit également de garantir la sécurité du consommateur, d'être sûr que lorsqu'on est dans un bâtiment, il ne s'écroulera pas sur nous. Lorsqu'on traverse un pont, le pont restera debout. Avec la pénurie de la ferraille, difficile pour la société de s'exprimer sur le tonnage réalisé au quotidien. 40 à 60 tonnes par jour, nous confie la direction, mais cela dépend, ajoute-t-elle. 150 maîtres d'œuvre locales travaillent sur le site. À l'intérieur du pays, dans les savanes précisément, une délégation de la nouvelle société cotonnière était sur place pour entretenir les producteurs de coton sur les nouvelles ambitions de la NSCT depuis l'entrée du groupe Olam dans le système. Les détails de la rencontre avec Chazina Baga. L'ouverture officielle du capital social de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, le 30 novembre 2020, au groupe Olam International, à hauteur de 51%, a sonné le glas de l'ancien système de gestion de cet outil de promotion de la culture de l'or blanc au Togo. Désormais, c'est une nouvelle gouvernance qui est mise en place avec une nouvelle administration qui est ici présentée aux cotonculteurs de la préfecture de Loti Sud par le conseiller du président de la République. L'objectif visé par le chef de l'État, en ouvrant le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, en recherchant l'investisseur stratégique Olam, 1, c'est de doubler la production du coton, 2, améliorer les revenus des cotonculteurs, 3, moderniser l'outil de production. Le message fort, c'est de leur demander de faire confiance à la nouvelle administration, de faire confiance au nouveau groupe, le groupe Olam International, qui a fait ses preuves ailleurs. C'est justement pour capitaliser ces multiples expériences réussies, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde, que le groupe Olam International est appelé pour requinquer le secteur du coton togolais. Pour relever le défi, le nouveau directeur général, Jackie Rivière, a développé une stratégie en 3 points. Des agriculteurs et systèmes agricoles prospères, des communautés dynamiques et florissantes, ainsi que la régénération du monde vivant par la protection de l'environnement. Ce que le DG a dit, si c'est réellement ça, vous allez voir dans les années à venir ce qu'on peut donner comme résultat. Si on dit 40 000 tonnes même, ne vous inquiétez pas, le TICID est capable de faire le coton, puisque nous avons un bon terrain pour faire le coton. C'est le prix qui nous dérange, que nous voulons baisser les mains. Si le prix est bon, nous allons continuer massivement. D'abord, c'est un engagement entre nous, les cotonculteurs et la NCT, et qu'ils s'engagent à nous faire la disposition des intrants à temps, et qu'il nous promet d'améliorer aussi le prix d'achat du kilo. À nous aussi, les cotonculteurs, oui, de s'organiser d'une manière ou d'une autre pour aboutir à un bon rendement. Même exercice de présentation de la nouvelle administration de la NSCT ici à Mango avec les producteurs de coton de la préfecture de Loti. La mise en place d'un fonds de stabilisation du secteur du coton est également abordée. Ce fonds est chargé de réguler les prix du coton sur le marché mondial. C'est-à-dire, lorsque le prix du coton
chute sur le plan international, ce fonds va interagir pour essayer d'équilibrer les revenus des cotonculteurs. Donc désormais, on ne peut pas leur dire, ou bien ils ne peuvent pas considérer qu'ils produisent à perte. Le président a donné des instructions pour que ce mécanisme soit mis en place. D'ailleurs, dans 2 semaines, ce mécanisme verra le jour. Lorsque les prix du coton augmentent, vous voyez que chacun est excité à aller vers la production. Mais c'est lorsque il y a une chute, il y a un peu d'abandon. Ce fonds de stabilisation permettra aux producteurs de rester toujours dans la production. L'agriculture du coton de l'année passée, ça nous a vraiment découragés et tous les cotonculteurs ont décidé d'aller en arrière. Mais cette rencontre de ce soir-là, tout le monde est satisfait de reprendre encore les travaux l'an prochain. L'autre sujet phare évoqué est le prix du coton graine à partir de la nouvelle campagne 21-22. Il est fixé à 254 francs CFA le kilogramme, en nette hausse par rapport au prix actuel qui est de 225 francs CFA. La nouvelle technique de rotation des cultures de coton et de soja promise par la NSCT est aussi exemplifiée aux producteurs. Et nous restons toujours dans les savanes pour vous annoncer la rencontre initiée par l'autorité de régulation des marchés publics au profit des représentants des communes. Les procédures de passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics est le module enseigné, le compte rendu avec Tchazinambaga. Des représentants des 16 communes de la région des Savanes qui s'occupent de la commande publique sont ici à l'école des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics. Cette session de formation fait suite à la communalisation intégrale du Togo qui accorde à ces entités territoriales le statut d'autorité contractante. À ce titre, les communes se doivent désormais d'effectuer leur acquisition publique selon la réglementation en vigueur, d'où cette rencontre de DAPAON pour les former sur les grands axes du Code des marchés publics et délégation de services publics. Le but de la formation de ce jour, c'est de les amener à découvrir l'environnement sur les marchés publics, que ce soit l'environnement juridique, l'environnement institutionnel, l'environnement opérationnel, sur comment faire, quels tests utiliser pour donc passer les marchés. Nous allons les amener à pouvoir déterminer les besoins, comment voir le besoin de la commune, comment traduire cela en un plan de passation, après comment élaborer un dossier d'appel d'offres, comment lancer une procédure d'appel d'offres, comment recevoir les offres des soumissionnaires et nécessairement comment exécuter le marché. Cette session de formation qui va durer 3 jours est la première d'une série qui ambitionne de mettre à la disposition des communes de la région des Savanes du personnel compétent à même de gérer efficacement les commandes publiques au niveau local. En tant que commune, nous sommes intéressés par la commande publique. Dans ce cadre, nous avions besoin d'être outillés sur la procédure de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics pour que cela se passe dans les règles prescrites par les tests et que cela se passe dans la légalité. Je crois que cet atelier vient à point nommé. Les autorités locales ont insisté sur l'un des principes phares de la commande publique qui est la transparence des procédures. Elles ont ainsi exhorté les personnes responsables des marchés publics dans les 16 communes de la région des Savanes à en faire une exigence quotidienne. En bref, retenez cette information. À partir de lundi, des lieux spécifiques seront entièrement dédiés à la vaccination contre le nouveau coronavirus. Le gouvernement opte pour de nouvelles stratégies vaccinales pour atteindre le maximum de personnes le plus tôt possible. La coordination a donné plus de détails à la presse sur les lieux qui seront désormais dédiés à la campagne d'inoculation lancée il y a quelques semaines déjà. Nous reviendrons si possible sur le sujet dans le courant de cette édition. Et dans la foulée, je vous fais lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 16 avril 2023.
2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 391,90 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 9 970, 179 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2302 et le nombre de décès de 119, deux nouveaux décès depuis hier. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Dans l'actualité, l'Union des journalistes indépendants du Togo a procédé hier à la remise officielle des agendas 2021 aux organisations professionnelles de la presse au Togo, un acte pour soutenir et encourager les journalistes dans l'exercice de leur métier. Le compte-rendu de la cérémonie avec Arlette Lerempo, Issa Karuna, commentaire Antoinette Omaou. Va voir. Sa dernière édition remonte à 2015. 5 ans après donc, voici enfin l'agenda de la presse togolaise. Un document dans sa nouvelle version au contenu diversifié destiné aux professionnels des médias et à leurs partenaires. Il y a le code de la presse, le code de déontologie et la loi organique de la HAC. En dehors de ça, il y a 3 articles que comporte cet agenda. Les articles qui traitent du Covid, du journalisme, et de la décentralisation et de la convention collective. Donc l'idée est d'amener les journalistes et professionnels des médias à respecter ces tests afin de s'engager résolument sur la voie du professionnalisme. Car un journaliste professionnel, c'est celui qui maîtrise les b.a.-ba du métier, mais encore celui qui respecte les tests qui régissent sa profession. C'est grâce au PNUD que ce projet a fait sa réapparition. Un soutien qui est ici justifié par l'institution. Les médias jouent un rôle très important pour nous, pour qu'ils puissent rendre bien leur mission. Il est important qu'ils puissent avoir les outils qui leur permettent de renforcer l'éthique, la déontologie, mais également pouvoir disposer des outils qui leur permettent d'atteindre tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. Et nous avons trouvé utile de pouvoir accompagner ce projet. En se lançant dans ce projet, l'Union des journalistes indépendants du Togo, UJIT, voudrait sensibiliser les professionnels des médias au respect des tests qui régissent la profession. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a invité les journalistes à une quête permanente du professionnalisme. Présidant la cérémonie au nom du ministre de la Communication, le directeur de cabinet Franck Missité a félicité l'UJIT pour avoir renoué avec la tradition. Une tradition qui devra stimuler l'éclosion d'une presse responsable au Togo. Et nous restons toujours avec les journalistes pour découvrir ensemble ce document qui va servir de guide aux professionnels du domaine. L'ouvrage est intitulé « Les médias au Togo, histoire, règlement et usage », un travail de recherche d'une équipe d'experts en communication pour améliorer la pratique journalistique au Togo. La présentation de l'ouvrage aux acteurs dans ce récit de Ekwissala. C'est un ouvrage de 398 pages organisé en 4 grands axes. Pour sa production, il a fallu 12 mois d'investigation au Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Les recherches ont porté essentiellement sur la problématique liée aux médias togolais. La production fait suite à une étude réalisée en 2019 sur la perception et l'image des Togolais sur les médias nationaux. Cet ouvrage est une somme de ses connaissances sur plusieurs domaines, notamment le domaine réglementaire, la réglementation des médias, mais ça a aussi permis d'avoir un bon répertoire de l'histoire des médias à travers donc, leur émergence, leur évolution, mais aussi les différentes catégories des médias. Ça a été l'occasion de réfléchir sur les pratiques professionnelles des journalistes, les outils qu'ils utilisent, et surtout de se poser la question donc, des usages et les usagers. C'est la première fois au Togo qu'un tel travail se fait dans un même ouvrage, qu'on puisse avoir accès à cette somme de connaissances. Le document élucide non seulement les avancées enregistrées dans le secteur médiatique au Togo, il fait également des propositions concrètes pour une presse togolaise plus professionnelle.
On a des organes qui existent, qui vivotent, qui ne sont pas rentables économiquement. Et donc la solution, c'est de les amener à mieux s'organiser, peut-être en groupe de presse, ou bien pour certains, c'est une reconversion peut-être simplement qu'il faudrait. Mais ce qui est aussi important que nous avons pu montrer, c'est que beaucoup de journalistes sont arrivés sur l'État sans formation et qu'ils ont vraiment besoin d'une formation, pas seulement une formation académique, mais ils doivent pouvoir se former tout le temps. Donc il doit servir au public une information de qualité. Et pour cela, lui-même, il doit avoir une formation de qualité pour pouvoir accomplir sa mission du mieux possible. Le livre devra servir d'outil de consultation pour les décideurs et le monde universitaire. Sa production intervient dans le contexte du projet de formation et d'appui aux médias Profamed. Cet ouvrage permet au fond aux décideurs dans le pays, au Togo, de pouvoir les éclairer sur les enjeux médias, sur les politiques médias à suivre éventuellement. Ça permet également aux professionnels d'avoir un regard sur leur propre secteur, un regard porté par des enseignants et des chercheurs du Togo. Et ça, c'est extrêmement important. Il faudrait même poursuivre le travail qui a été effectué, peut-être le développer sur des thématiques qui ont été un petit peu déjà amorcées dans cet ouvrage. L'ouvrage, publié en décembre 2020, peut être découvert à l'Université de Lomé. Je vais vous faire à présent lecture d'une série de communiqués dans le cadre des relations bilatérales entre le Togo et l'Italie. La frégate Lugui Riso de la marine italienne fera une escale de routine au port autonome de Lomé du 16 au 18 avril 2021. Le bâtiment sera accosté le vendredi 16 avril 2021 à 9h au poste 3 du môle 1 du port autonome de Lomé. Toutes les dispositions doivent être prises pour que le quai soit bien défendu par 3 défenses type Yokohama d'un diamètre d'au moins 1 mètre espacé de 40 mètres. Les équipes de quai ainsi que le pilote devront se munir de masques et du gel hydroalcoolique et respecter scrupuleusement les gestes barrières et les mesures anti-Covid en vigueur. Communiqué signé par le général de brigade Maganawe Dadja, chef d'état-major général des FAT. Il a été donné de constater que depuis un certain temps, des poissons et requins morts sont rejetés sur certaines plages du golfe de Guinée. Suivant les courants marins, ces produits halieutiques pourraient être rejetés aussi sur les plages togolaises. Afin de protéger la santé des populations, il est vivement recommandé à toute personne qui découvrirait des animaux morts flottants ou rejetés sur les plages de notre pays d'en avertir immédiatement la police ou la gendarmerie maritime ayant compétence territoriale sur le littoral au numéro vert suivant 117 120 ou le 22 27 12 57 et surtout de s'abstenir de les consommer car ces produits sont impropres à la consommation en raison de leur toxicité. Le préfet maritime remercie la compréhension de tous et exhorte toute la population à plus de vigilance. Communiqué signé par le préfet maritime, capitaine de vaisseau Takunyandi Neyo. L'actualité, je l'annonçais au plan national avec cette rencontre entre la coordination de riposte contre le Covid-19 et la presse cet après-midi. Que retenir alors de cette ultime rencontre? Les détails avec Dodo Wari. Les prétendues suspensions de la vaccination au Togo ne sont que des rumeurs. La coordination de riposte confirme l'inoculation du vaccin anti-Covid se poursuit, mais seulement avec les équipes mobiles. Le gouvernement est en train de réorganiser la stratégie vaccinale pour rendre plus accessible le vaccin aux populations. Les opérations de vaccination vont être délocalisées vers les lieux publics bien connus de la population, notamment les stades de football. D'ici lundi, nous allons avoir des sites de vaccination dans certains stades, notamment
le stade omnisport, le stade municipal, le stade de Kégué, le stade d'Agoïvé, le stade d'Ablougamé, le stade de Gossimé, stade d'Agaza. Après, on associera certains points pour mieux cadrer Lomé, notamment vers Akodessoa, où il faut trouver un centre beaucoup plus accessible. Et en général, ces points sont connus par la population qui peut se déplacer aisément pour aller se faire vacciner. Ça sera des lieux connus par tout le monde, accessibles facilement pour que la population puisse aller se faire vacciner. Tout ceci fera l'objet d'un communiqué du gouvernement d'ici demain pour bien préciser les lieux ou les sites de vaccination. L'espoir du Togo dans ce combat contre le coronavirus repose depuis quelques semaines sur la vaccination. Environ 160 000 doses sont déjà administrées. Le bilan est en grande partie satisfaisant d'après la coordination. Nous avons pu vacciner environ 160 000 personnes. Nous avons envoyé plus de 5 000 doses, 5 100 dans les savanes. Ils ont dû encore demander certaines doses qu'on a prises au niveau de la région centrale pour envoyer et après compenser aussi au niveau de la région centrale. Dans la région des plateaux, nous avons envoyé 10 000 doses. Ces 10 000 doses sont finies rapidement. La région de la Kara, nous avons envoyé 7 000 doses. Nous avons vacciné le jour où c'était avant-hier, 6 800. Et le soir, ils ont terminé le reste parce que nous avons envoyé avant 3 000 doses pour les forces de défense et de sécurité là-bas aussi. Donc en gros, 10 000 doses sont passées là-bas. Dans la région centrale, 5 500 doses. Dans la région des plateaux, 10 340 doses vaccinées, bien sûr. Et région maritime, 7 500 vaccinés. Dès qu'on a ouvert vers les 30 ans et plus, alors là, c'est parti très très vite. C'est pour ça qu'il faut préparer des grands espaces. Avec l'apparition de nouveaux variants très contagieux, le Togo veut atteindre le plus tôt possible l'immunité collective. Le gouvernement met tout en œuvre pour avoir de nouveaux vaccins. Certains vont arriver la semaine prochaine, d'autres d'ici juin. Il y a le vaccin Sinovac que nous allons avoir d'ici quelques jours. C'est environ 200 000 doses d'ici peut-être au maximum une semaine. Il y aura aussi AstraZeneca que nous allons avoir encore d'ici quelques jours. Le Pfizer que nous aurons d'ici juin, environ 100 000 doses. Johnson & Johnson, nous aurons 3 millions de doses. Et Johnson & Johnson arrivera aussi vers juin. 991 infections sont enregistrées cette semaine contre plus de 1000 la semaine dernière. Une légère baisse, loin d'être appréciée, avec les décès de plus en plus fréquents. 80% des contaminations sont concentrées dans le Grand Lomé et la plupart des cas concernent les élèves, les services administratifs et les institutions. La bataille n'est pas encore terminée. La coordination insiste sur les premières règles de riposte, le respect des mesures et restrictions sanitaires. Retour en image sur l'actualité du jour. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a officiellement pris fonction ce jour pour un nouveau mandat de 5 ans. Plusieurs chefs d'État, dont le président togolais Faure Ozimna Gnassingbé, ont fait le déplacement de Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, vous le voyez d'ailleurs en image, a reçu le collier du grand maître des ordres nationaux. La paix, la stabilité et le développement resteront au cœur de son nouveau mandat. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.